Maggie! Oh my goodness me! Bonjour, c'est jour de randonnée aujourd'hui, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, j'accueille Dieudonné Dolassem. C'est un combattant qu'on a déjà affronté, que j'ai eu le plaisir d'affronter lors de l'épisode 3. On s'est affronté plusieurs fois d'ailleurs pendant cet épisode. Et j'ai le plaisir de l'accueillir encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode de randonnée avec Alexis. Je suis Alexis Tadifo et mon invité aujourd'hui, c'est Dieudonné Dolassem. Bonjour Dieudonné, comment tu vas? Bonjour, ça va? Je vais bien. Je vais bien. C'est la grande forme. On est à 6 jours de championnat du monde. Et comment tu te sens? C'était les premiers championnats, non? Pas les premiers auxquels tu ne participes pas. Mais ça n'en fait pas beaucoup quand même. En termes de championnat, En termes de championnat. Oui, j'ai fait le Caire en 2015, j'ai fait Rio en 2013, j'ai fait Bakou en 2018, j'ai fait Paris en 2011, j'ai fait quel autre? Il y en a eu, donc je n'en compte pas, mais bon, c'est sensiblement 4 ou 5. Oui. Ok, aujourd'hui, pour notre randonnée, on a quand même plusieurs thèmes qu'on va évoquer. On va parler des championnats du monde, bien évidemment. Mon introduction donnait quand même des indices à propos. On va aussi parler du judo national, du judo camerounais. On parlera aussi un peu des Jeux universitaires qui sont dans l'air du temps. Et puis, on parlera d'autres sujets de l'actualité judo. Et donc, Oui. la première question que j'aimerais te poser, c'est, en une semaine des championnats du monde, quel est l'état d'esprit d'un judoka d'élite qui s'apprête à aller défendre fièrement sa peau? En principe, à une semaine de la compétition, il y a ce côté-là, l'aspect réglage, l'aspect technique, c'est terminé. Maintenant, ce que l'athlète il doit rechercher, c'est la sérénité psychologique, la détente, puisqu'on est dans une phase de comment on dit ça, de désamorçage au niveau du travail. On a accumulé et maintenant il faut s'exprimer, quoi. Donc, à ce stade-là, c'est plus la sérénité. C'est plus la sérénité, puisqu'on fait un an, on prépare les championnats du monde en un an. Ce n'est pas en 6 jours qu'on va se mettre à faire 1000 ou chikomi ou à grimper les côtes, à courir à gauche, à droite. Non, c'est dépasser ça. Et puis bon, même au niveau du régime, même au niveau du réglage des poids, je pense que à 6 jours, on est déjà dans une phase où c'est la sécurité. On gère juste les grammes. Juste les grammes. On n'a plus besoin d'avoir ce lourd stress où il faut perdre 2 kilos, il faut perdre 1 kilo. Non, non, non. On doit se sentir bien. L'état d'esprit principal, c'est se sentir bien dans sa peau et sur toute la ligne. OK. Et tu as parlé tout à l'heure de réglage en termes de masse. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles et aussi la question est un peu complexe. Et je vais essayer de poser une question qui va comme décomplexifier la question qui est déjà complexe. C'est, est-ce qu'il vaut mieux avoir 1,5 kg par exemple, disons tu es un moins de 90, chez les moins de 90, 1 kg de plus, c'est comme l'équivalent de 250 grammes pour un 60 ou oui, 250 grammes, 300 grammes pour un 60. Donc tu as 1,5 kg. Est-ce que tu vas les garder jusqu'à la toute fin pour ne pas, par exemple, parce que si tu commences à enlever ce 1,5 kg, ça te fait entrer dans un autre cycle métabolique pendant toute la période pendant laquelle tu dois gérer ça. Est-ce que tu dois aller dans ce cycle métabologique
métabolique autant pour moi pendant la semaine, ou alors tu te dis, je garde ça et je lâche ce kilo et demi à la toute dernière minute pour que ça fasse comme un jeu de ping-pong, c'est-à-dire j'enlève ce kilo et demi, je le ramène juste après la pesée et puis je suis comme correct. J'ai maintenu le cycle dans lequel j'étais et j'ai conservé puisque les 1,5 kg, c'est que tu vas retirer à une semaine, c'est souvent un peu d'eau, un peu de graisse, peut-être un peu de graisse, mais en faisant ça, tu conserves quand même le maximum de graisse possible et puis tu perds l'eau à la dernière. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Ou alors tu es de l'école qui dit, et un peu comme ce que tu présentais, une semaine, je dois déjà être en train de jouer avec les grammes. Je dois vraiment être déjà au poids et puis je reste à l'aide pour ne pas trop en prendre, trop en perdre. Donc, j'essaie de rester dans la fourchette. Quel est ton avis par rapport à ça? Ok. Moi, je pense, ce qui est sûr, c'est que celle de perdre le poids à la dernière minute, les 1,5 et autres. Pour moi, ça, c'est l'ancienne école. C'est l'ancienne école parce qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'aspect même de la compétition. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, les protocoles d'entraînement, c'est-à-dire qu'elle elle est bâtie sur une structure, celle de la compétition. Aujourd'hui, la compétition, elle est beaucoup plus agressive. On a 4 minutes seulement. Et quand on voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 minutes, c'est peu. Il faut tout donner. On ne peut pas débuter une compétition peut-être à 50% pour finir à 100%. Non, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, une compétition, elle est linéaire. C'est-à-dire que si tu commences à 100, tu finiras à 100. Et un bonhomme qui perd 1,5 kg à la veille de la compétition et qui doit passer le lendemain, aura-t-il suffisamment de temps pour récupérer et répondre présent à son premier combat de 100%? Donc, j'en doute fort. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut gérer juste les questions de poids, juste les questions de grammes, quoi. Des grammes, c'est-à-dire qu'on a tout le temps. Pendant un an, on a tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre une semaine pour entrer dans cette logique de perte de poids? Je pense que non. Sensiblement à 2 semaines, à 3 semaines de la compétition, on sait déjà, parce que le corps il commence à réagir, et il réagit en fonction de son vrai poids. Ce n'est pas parce qu'il y a ça, il y a ce petit jeu, 1,5 kg, là, tu bois tout le monde à 1 kg, peut-être tu es un 90, mais tu es à 92 kg. Tu te comportes comme un 92 kg. À la veille, il faudrait maintenant que tu te comportes en 90 kg. Et les données changent. Les réactions, et les réflexes, et donc ça change énormément. Donc, moi, je suis de cette théorie qui voudrait que l'athlète perde totalement le poids jusqu'à quelques grammes. Et disons, les grammes qu'il perdra, ça sera juste ce qu'il doit consommer, manger, qu'il soit totalement réhydraté et qu'il soit totalement constitué et restitué. À ce moment, je pense on peut avoir des calculs vrais sur ce qu'on lui dira durant le coaching. Parce qu'il faudrait qu'il démarre à 100%. Chaque combat qu'il
sera une finale qu'il faudra qu'il gagne. Et pour ça, il faudra qu'il soit en possession de tout son potentiel. Et comme le facteur poids, le poisson, le facteur gestion de poids est un élément aussi fondamental dans la performance, je pense qu'il faudra considérer ça. Il est bien qu'il perde tout avant et qu'il se sente bien. Il y a une petite expression qui dit l'athlète est comme un chien enchaîné. Il a envie de partir, il a besoin de liberté, mais il faut le garder enchaîné. Plus il est enchaîné, plus il devient méchant et tout ça. Et on le lâche à la dernière minute. La dernière minute, juste pour dire qu'il faut tout perdre. Quand on inverse, il faut tout perdre et avoir l'envie de se battre. L'envie. Parce que le fait de faucher le régime à la dernière minute vous donne assez de stress. Parce qu'il y a ce stress-là. Si ce poids est mal géré, il y a ce poids de stress, il y a la fatigue et l'envie de se battre. On se bat, mais on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on survit, on fait semblant. Or, quand vous perdez totalement, quand vous êtes vraiment prêt pour la compétition, vous sortez des starting blocks. Vous sortez totalement des starting blocks. Tout le monde sait que quand on perd le poids, la première partie où on perd le poids, c'est les jambes. Les jambes en pâtissent et c'est les jambes qui portent le reste du corps. Donc, si vos jambes perdent ne serait-ce qu'un peu de leur tonus, de leur pourcentage de masse, il y a de fortes chances que ça ne suive pas. Donc, je suis de cette théorie-là qui voudrait qu'il faut perdre avant. Et il faut bien perdre. Il faut bien perdre. Il faut perdre sans pression. Sans pression. Il faut perdre sans pression, progressivement, doucement, en modifiant son alimentation, en faisant du régime, bien perdre. Jusqu'au moment où on est capable de dire que je me lève tôt, oh, je me sens bien, je veux, j'en veux. Il faut ça. Parce que Ce si que on tu dis est perd vrai. mal, oui. Ce que tu dis est vrai et ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue personnellement. Je m'étais rendu compte parce qu'au tout début de ma carrière, je faisais les descentes de masse, je les faisais vraiment mal. Je les faisais vraiment mal. J'ai arrêté de très mal les faire parce que je suis quitté de très mal les faire à les faire assez bien. J'ai arrêté de très mal les faire parce que j'avais rencontré un coéquipier, pas un coéquipier, mais un ancien adversaire qui m'avait battu aux Jeux africains à Alger, qui m'avait battu en quart de finale et qui me voyait courir, arriver dans la salle de compétition la veille de mon passage à 14 heures avec des survêtements et puis me dit mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi est-ce que tu as besoin de courir autant à la veille de ton... Tu vois, il m'avait sermonné parce que c'était le président de la fédération zambienne. Il était athlète, président, coach. C'était un gars un passionné de judo qui bouchait tous les trous possibles. C'était le genre de mec qui arrivait, qui, s'il se rend compte qu'il y a une catégorie qui manque un athlète pour faire le quota international, le gars s'enregistre et puis il combat. Mais vraiment, c'était quelqu'un de très affable, très altruiste. Puis il me dit, mais pourquoi tu fais autant de démonstrations, pourquoi tu souffres autant? Ça veut dire que tu t'y prends très mal. Tu vois, il m'a sermonné. Et j'avais eu vraiment honte, ça m'avait énervé. Et je m'étais promis ça, les trucs de courir la veille de la compétition ou le jour de la compétition, c'est terminé. Et après, je m'étais rendu compte que quand je faisais avant le tournoi, quand je fais les champs d'entraînement, tout ça, le niveau de forme, les sensations que j'ai, les repères que j'ai, étaient extrêmement différents des repères que j'ai quand j'ai fini de faire la descente de masse et que je peux t'atteindre, je combats. Mais parfois,
le niveau que j'avais était supérieur au niveau de ceux que je rencontrais, donc ça ne me dérangeait pas. Et dès qu'on commençait à aller dans les tournois internationaux comme les championnats africains ou les grands prix et tout ça, là, ça devenait compliqué parce que j'étais quand même en face des gars qui étaient assez costauds. Et là, la différence se ressentait dans la façon dont j'ai fait la descente de masse. Et je peux attester que en 2008, par exemple, j'ai fait une très mauvaise descente de masse. J'ai été éliminé au premier tour. J'avais l'impression d'être emprisonné dans un corps que je ne maîtrisais plus, je ne comprenais pas. J'étais essoufflé sans savoir pourquoi est-ce que je suis essoufflé. Je ne comprenais rien à mon état physique. Enfin, j'avais un mec, c'était le malgache, qui n'était pas si fort que ça. Mec qui m'a mis la misère. Je suis sorti de là totalement dégoûté, essoufflé, tout ça, tout ça. En 2010, 2 ans plus tard, j'ai fait une meilleure descente de masse. Et j'ai envoyé mon premier adversaire, il est quasiment sorti sur la civière. Je l'ai mis dans une broyeuse compacteuse. Donc, ce que tu dis est vrai. Si tu fais la descente de masse trop tard, même en termes de repères, tu peux croire que ton corps réagit comme ça. Mais quand tu as enlevé ce kilo-là, des fois en enlevant la dernière minute, tu peux quand même faire sauter un peu de graisse. Parfois, tu peux faire sauter un peu de muscle parce que des fois, dans la pression, tu essaies de retirer tout ce qui est retirable. Parfois, tu peux faire sauter un peu de muscle et tu ne récupères pas assez vite. Parfois, on ne sait pas aussi récupérer. Donc, ça devient compliqué. Donc, merci pour ton conseil. Et ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, les judokas camerounais peuvent raisonnablement mettre les championnats du monde dans leur calendrier comme étant le moment où ils doivent avoir leur pic de forme? Je m'explique. Normalement, quand tu commences ta saison, tu dois avoir 1 ou 2 tournois qui sont les tournois où tu veux performer. C'est comme des priorités absolues dans ton calendrier. Et pour ces priorités-là, tu organises ta saison autour de ces priorités. Est-ce que pour un judoka camerounais, dans une saison, est-ce qu'il peut mettre les championnats du monde comme étant une priorité? Ou est-ce que dans la pratique, dans la vraie vie, on met plutôt les champions d'Afrique et éventuellement le Open de Yaoundé comme priorité? Toi, quelle a été ta relation? Comment est-ce que toi, tu gérais ça? Le véritable problème qu'on a au Cameroun, et qui est notre ennemi principal, c'est l'incertitude du financement. Voilà d'où part le problème. À la base, voilà le problème. C'est-à-dire, tu peux avoir toute la bonne foi du monde, toute la volonté du monde, tu peux avoir le projet de faire l'ascension du mont Cameroun, mais il y a un problème majeur. Et ce problème, tant qu'il n'est pas résolu, il aura toujours ce côté de méfait sur les performances. Les finances, c'est-à-dire que l'argent qu'on attend de l'État nous plombe excessivement, c'est-à-dire que on ne sait pas, on a vu que dans un brouillard. Les championnats du monde, c'est toujours un événement. C'est-à-dire que c'est un événement, ce n'est pas quelque chose de normal. On ne considère pas ça comme une compétition normale. On attend toujours, est-ce qu'il y aura financement? On va financer à hauteur de combien? Il y aura combien d'athlètes qui iront? Et maintenant, combien seront sélectionnés ou combien? C'est ça le problème. Et ça crée l'incertitude. Et ce n'est pas seulement au niveau des championnats du monde, parce que ce phénomène de financement, c'est quelque chose qui nous gangrène, c'est-à-dire qui gangrène la performance, c'est-à-dire qu'elle nous empêche de faire de la performance de haut niveau. Parce que c'est un poids, c'est un gros poids, c'est un gros poids. Nous, on a subi ça, c'est énorme. C'est-à-dire que tu ne sais pas, on dit, oh, les prochains championnats du monde, c'est à Doha. Mais tu ne sais pas si tu iras à Doha. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. On peut encore dire que le Open, c'est à Yaoundé. Bon, comme c'est à la maison, je vais payer mon taxi, je vais aller faire le Open. Même les championnats d'Afrique, ça reste à déterminer.
Parce que tout est conditionné par le financement du MINSEP. C'est ça le problème. Et à ce jeu... Et du coup, comment tu planifies ta saison sur 2 tournois qui sont hypothétiques? Je veux dire, tu as moins de 100 par exemple, tu as 110 kilos en début de saison, disons en décembre. Comment tu t'organises sans savoir si tu vas y aller? Tu es obligé d'adopter un type de comportement. C'est-à-dire que tu te bandes les yeux et tu te dis, bon, je ferai les prochains championnats du monde, je vais faire ceci. Tu t'arranges en fait. Ce qu'il faut faire, tu t'arranges à marquer les esprits par ta performance, par ton comportement. C'est comme ça. Tu dois, c'est-à-dire que tu es condamné. Si tu veux espérer aller au championnat du monde, il faudrait que tu t'arranges à marquer les calendriers. À toutes les compétitions, il faut que tu sois présent et que tu fasses la performance. Là, ça te donne un espoir, un grand espoir. Une infime, elle est infime. Mais c'est sur ce fil que tu dois t'accrocher en espérant que l'État du Cameroun va financer, ou la fédération pourra aussi se battre pour avoir des financements. Et même si la fédération se bat, parce que la vérité, c'est qu'on est dans un environnement, le Cameroun est un environnement où, en termes de sponsors, les sports individuels, c'est autre chose. Tout le monde est braqué sur le football. Tout le monde est braqué sur le football. Dès que vous dites à une personne, je suis un judoka, je veux aller à tel camp. Non, les gens, c'est un charabia autre. C'est une langue différente que vous leur parlez. Le son de cloche qui sonne bien dans les entreprises au Cameroun, c'est le football. Mais pour trouver les financements, c'est très difficile. Donc voilà ce à quoi on est exposé. L'athlète de haut niveau est exposé. C'est-à-dire que c'est le financement. Le financement. Ailleurs, il y a des fonds qui garantissent. C'est-à-dire que l'athlète, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être en forme, de ne pas être blessé. Il sait, il est dans un processus, il est dans un programme qui lui permet de participer au championnat du monde, de participer à ceci ou à cela. Mais chez nous, c'est autre chose. C'est compliqué. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est compliqué parce que Oui, c'est très compliqué. Ouais. hormis le financement, maintenant, il y a un second problème qui est le visa. Ça entre en compte aussi, les visas. Ce que tu pointes là, c'est un problème que j'avais soulevé il y a cela, je crois, 5 ou 6 ans, quand je travaillais encore au sein de la fédération. Je disais, l'un des premiers challenges de l'UAJ, de l'Union africaine de judo, serait que dans le IGF World Tour, parce que j'avais fait des statistiques, à l'époque, j'avais démontré que en Afrique, le pourcentage de points disponibles pour les qualifications olympiques dans le IGF World Tour, c'était à peu près 3,2%, quelque chose comme ça. J'ai démontré que c'est impossible, c'est anormal qu'une confédération de 54 fédérations, qui est la plus grosse confédération au sein de la FIJ, de la Fédération internationale de judo, ait finalement si peu de compétition en termes de pourcentage de points disponibles. Et la réalité, c'est que sur 8, 9, 10 ans, il n'y a pas eu un si gros progrès que ça. Parce que avant, on avait des grands prix à Tunis. Je crois qu'on a eu un grand prix à Marrakech. Et puis, on n'a plus de grands prix. On a pour la plupart que des Open. Peut-être qu'il reste un grand prix. Je ne suis même pas sûr. Je ne pense pas. Je vais vérifier. Je crois qu'on n'a que des Open actuellement. Parce que même Tunis est rendu être juste un Open. Et on a les championnats d'Afrique. Et on organise très peu de championnats du monde. Ce qui veut dire que dans le même temps, comme tu l'as dit, les Africains ont cet handicap
majeur, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir les visas. C'est tellement fréquent des délégations entières qui sont laissées sur le quai simplement parce qu'aucun d'eux n'a pu avoir des visas. Parfois, on a des situations incongrues où les coachs, les encadrants ont les visas, pas les athlètes. Ça arrive, c'est vraiment des situations incongrues qu'on est plus ou moins les seuls à vivre et à pouvoir raconter. Les autres ne comprennent pas quand on leur dit ça. Et donc, on est comme handicapé dès la base. Et c'est en plus de cet handicap qui est comme systémique, de par notre position géopolitique, on a aussi l'handicap des ressources financières parce que tu dis est quand même compliqué. Mais par contre, le problème de sponsoring qu'on a, je le dis en étant archi convaincu, c'est un problème de compétence. Ce n'est pas un problème de potentiel. Le judo a le potentiel pour être un sport qui draine des volumes d'argent et des volumes de ressources financières. Il y a un très gros potentiel. Mais on ne sait pas utiliser ce potentiel. Je vais te donner deux aspects, deux segments ou deux axes sur lesquels le judo a un très gros potentiel. Au Cameroun, par exemple. Le premier aspect au Cameroun, c'est qu'il y a une loi sur la décentralisation qui a été votée il y a, je pense, 7 ans et qui, au fur et à mesure, est en train d'être implémentée. Et cette loi sur la décentralisation donne la latitude, donne le quitus aux communes, aux CTD, donc communes territoriales décentralisées, et même aux grandes municipalités, d'utiliser un portefeuille. Il y a comme de l'argent disponible qui vient à la fois de l'administration territoriale, donc qui est discuté chaque début d'année par l'ATD, l'administration territoriale, mais qui vient aussi des banques communautaires comme le FECOM et autres. Donc, il y a des sommes d'argent qui sont disponibles et que les communes doivent être capables d'utiliser. Actuellement, je peux le dire, les communes ont du mal à l'utiliser. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais parce qu'elles n'arrivent pas à s'approprier les mécanismes d'utilisation. J'ai plein d'amis qui travaillent au FECOM qui me disent qu'il y a très souvent un problème de sous-performance parce que les communes n'arrivent pas à monter suffisamment de projets pour faire sortir les ronds. L'argent Voilà. pourri dans les caisses. Voilà, l'argent pourri dans les caisses. L'expression est bonne. Donc, on a ce potentiel-là, et il faut rappeler qu'on a près de 356 CTD, peut-être un peu plus, parce que bon, des fois, il y a des aménagements, des trucs qui sont faits. Donc, et les CTD maillent l'entièreté du territoire. Donc, ça, c'est un premier gros potentiel. Le deuxième gros potentiel qu'on a, c'est qu'on a une communauté diaspora, judo, qui pour la plupart sont des gens qui sont déjà capables de s'assumer. Donc, il n'y a pratiquement aucun judoka diaspora qui, pour joindre les deux bouts, sont obligés d'aller mendier, faire la manche, tout ça, tout ça. Ce n'est pas des assistés sociaux pour la plupart. Il y a un très gros potentiel de ce côté-là. C'est des milliers de personnes qui sont capables, dans des mécanismes transparents, parce qu'il ne faut pas dire qu'il suffit de les appeler pour qu'ils t'envoient les rencontres. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Il faut leur démontrer qu'il y a la transparence. Il faut leur expliquer le projet. Mais il y a un très gros potentiel de judokas de la diaspora qui peuvent donner un coup de main. Ce n'est pas impossible de se retrouver avec 1 millier de personnes qui mettent dans les caisses du judo camerounais. Je ne parle pas des caisses de l'Africa Judo, je parle des caisses du judo camerounais. Je fais ce thème précisément pour expliquer que ça pourrait être un projet dans le format fasse qu'il y ait des accords tripartites, quadripartites, bref, qu'il y ait plusieurs parties prenantes, mais qu'il y ait des gens puissent mettre dans les caisses de l'Africa Judo à peu près, je dirais, 25 000 $ américains dans les 12 millions chaque mois. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut savoir monter ce genre de projet. Donc, il y a un gros potentiel. Maintenant, je ne parle même pas des marques. Je ne parle même pas des marques qui aimeraient s'impliquer, qui aimeraient être visibles au sein du judo. Et pour la plupart, on pense toujours aux grosses marques, mais c'est faux. En réalité, aujourd'hui, on ne peut pas convaincre une marque comme MTN ou Orange parce qu'on n'a pas le potentiel pour les convaincre. Ils ne peuvent pas être notre cible. Mais on peut convaincre des marques beaucoup plus petites. Des marques comme Broly, des marques qui ont une stratégie de quartier, qui veulent par exemple que quand tu organises un tournoi à Biémassi à Yaoundé, qui veulent que les gens voient sa marque là-bas.
il y a des marques qui peuvent être intéressées par cette proximité. MTN Orange, ce n'est pas leur cible. MTN Orange, aujourd'hui, c'est des gros, c'est des mammouths qui veulent avoir une visibilité nationale et internationale. Donc, si tu veux les embarquer, il faut que ce soit un projet qui a la dimension du football. Tu n'as pas le pouvoir du football. Tu ne peux pas les embarquer dedans. Tu peux embarquer que des petits joueurs entre guillemets, mais des joueurs qui, eux, visent vraiment le local. Ils ne sont pas, non. Ils veulent vraiment être visibles pour monsieur tout le monde, monsieur du quartier là, que lui, quand il va finir le tournoi, il va peut-être acheter ses pâtes alimentaires, brolis sur place. Il y a des petits trucs que tu peux faire. Donc, on a comme 2 axes principaux qui sont des axes avec le meilleur potentiel et puis un 3e axe qui sont les acteurs économiques locaux. On peut le faire. Mais quand je dis on peut le faire, ça veut dire qu'il faut maintenant avoir la technicité pour le faire. Il faut avoir la culture pour le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la culture suffisante pour faire ce genre de projet? Est-ce que, par exemple, on a une culture de la transparence? Je ne suis pas sûr. Et généralement, tu peux monter ce genre de projet si tu n'as pas une certaine culture de la transparence. Être capable de dire, voici X mille qui sont entrés dans les caisses pour faire le projet. Voici comment on les a dépensés. Maintenant, on a besoin que vous ajoutiez encore X mille pour qu'on puisse les dépenser comme ça. Tu vois? Si on n'a pas cette culture-là, il y a un type de financement qu'on n'aura pas. Et parfois, je peux comprendre que parfois, on a même peut-être peur même d'avoir du financement externe pour que le MICEP nous dise que, bon, on va causer à l'argent, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de vous financer. Peut-être qu'on a aussi peur de ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas parler à la place des administrateurs fédéraux et de l'équipe fédérale. Mais je pense que si on veut se développer, si on veut quitter de cette incertitude sportive, il faut qu'on résolve le problème qui est le problème à la base de toutes les stratégies sportives, l'argent. Et je vais profiter pour rappeler quelque chose. Depuis 2012, on voit le sport olympique anglais, donc britannique, qui s'est développé. Et ils l'ont fait. Bon, quand je dis 2012, c'est qu'on a vu les résultats aux Jeux olympiques de 2012. Mais on voyait déjà les prémices lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'en 2012, puis en 2016, puis en 2020, le mouvement olympique britannique est devenu aussi puissant, aussi fort? Parce qu'ils ont été, en 2012, je pense qu'ils étaient dans le top 3, 3e ou 4e. En 2016, la tendance ne s'est pas baissée, ils étaient, je pense, 3e ou 4e toujours. Et pendant presque 2 semaines en 2016, ils étaient même 2e. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Britanniques ont dit, si on n'arrive pas à financer le sport, on ne va pas y arriver. C'est la règle de partout. Et comment est-ce qu'on va financer le sport? Parce que, bon, on a quand même une activité industrielle qui est quand même intéressante, tout ça. Mais la structure de nos capitaux fait que c'est compliqué. Ils ont dit, bon, on va faire simple. La loterie nationale va financer le sport olympique. Aujourd'hui, chaque titre de loto qui est acheté en Grande-Bretagne, dans l'Angleterre, Écosse et tout ça, c'est à financer le sport. Et ils ont établi des contrats de performance avec toutes les fédérations olympiques en disant, voici le deal. On a 500 millions de livres qui sont disponibles pour telle période de temps. Plus vous faites des performances, plus on vous donne de l'argent. Vous faites des championnats du monde, vous performez plus d'argent. Vous faites des trucs, vous performez plus d'argent. Vous allez à des critériums, vous performez plus d'argent. Donc, vous vous battez bien, vous avez de l'argent. Vous vous battez mieux, vous avez encore plus d'argent. Le contrat était simple. Il y a donc des sports qui se sont démarqués, par exemple les sports de vélo, la Grande-Bretagne est devenue vraiment un spécialiste, la natation, le judo même. Et c'est comme ça qu'en très peu de temps, ils ont pu financer à hauteur de millions de livres sterling le sport olympique anglais. Donc, il y a des façons de réfléchir pour trouver des solutions. On pourrait le faire au Cameroun. On a plein de mécanismes qui nous permettent de le faire. Est-ce qu'on veut le faire? Je ne sais pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, la situation financière du judo camerounais est plus due à de l'incompétence qu'à un manque de potentiel. On a un très bon produit. Le judo, c'est un excellent produit qui peut être très bien développé. Il faut maintenant avoir la culture qu'il faut et les outils pour ça. Et j'espère qu'on pourra arriver à un niveau où nos enfants n'auront pas à se demander est-ce que cette année je ferai les championnats du monde.
crois qu'il y a de cela 2 ou 3 ans. Non, pas 3 ans, voire même plus. Et à l'époque du ministre Ismaël Bidoumpouat. Je crois qu'il a soumis un projet. Il a soumis un projet à l'Assemblée sur le statut de l'athlète au niveau, je crois, et le financement du sport automatiquement au Cameroun. Et il était question, bon, ça c'était un projet. Parce que je crois qu'il est même allé à l'Assemblée défendre ce projet-là ou exposer ce projet. Et dans ce projet, parce que j'avais lu ce projet, parce que ça m'intéressait, j'étais intéressé, et il était question pour le financement du sport de prélever de l'argent dans certains secteurs, tels que celui du tabac et de l'alcool. Il fallait prélever de l'argent dans ces produits-là et les redistribuer aux différentes fédérations. Et en principe, le problème, bon, c'était simple. Cet argent devait être distribué aux fédérations qui fonctionnaient réellement. Mais il y a un hic parce que quand on collecte l'argent, depuis que ce projet-là, c'est pour ça que c'est un peu compliqué les histoires du Cameroun, mais si on continue à dire que c'est compliqué, ça veut dire qu'on se justifie, on justifie un peu notre incompétence aussi vis-à-vis de... Parce que quelque chose comme ça, si ça ne marche pas, il faudrait qu'on essaye de toquer ou d'ouvrir les portes pour qu'on nous explique un peu. Parce que je crois qu'il y a une caisse qui a été créée pour collecter cet argent et la redistribuer aux acteurs actifs. Parce que cet argent ne devait bénéficier qu'aux personnes, aux fédérations qui vivaient, qui tournaient réellement. Bon, à l'heure où on parle, à l'heure-ci où on parle, je ne sais pas où on en est. Parce que c'est un très beau projet, parce que ce projet, par exemple, c'est le même projet qui existe en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le tabac, l'alcool, et ça, c'est les deux choses que je connais, il y a peut-être qu'il y a encore plus, et le financement de l'État, voilà le plus. Donc, mais l'argent qui fait fonctionner les fédérations actives, elle est prélevée sur le tabac et l'alcool. Et je pense qu'elle est redistribuée tous les fins de trimestre. Parce qu'en un an, il y a 4 trimestres. Et toutes les fins de trimestre, chaque fédération passe à la caisse prendre pour le fonctionnement. Ça, c'est pour le fonctionnement de ces activités, avec bien sûr un compte à rendre, basé sur la transparence, évidemment. Bon, ce côté-là, il faudrait voir. Mais bon, le Cameroun, il y a du travail à faire. Dans tous les cas, il y a du travail à faire parce qu'on est toujours en train de dire qu'il faut le budget de l'État. C'est toujours le budget de l'État. Le budget de l'État. Et l'État aussi, par moment, se base sur, comment je vais dire ça, sur ce qui se passe dans le monde le plus souvent pour justifier ces coupures. Oh, peut-être il y a la guerre en Irak, il n'y a pas d'argent. Oh, peut-être que bon, il y a, en tout cas, les choses on ne va jamais dire que bon, on a augmenté le budget de tel au ministère des Sports pour. Jamais. Il y a aussi une grosse partie qui doit, en principe, parce que je ne sais pas comment le comité olympique il fonctionne, parce que je pense que le comité olympique, c'est un peu spécial. Mais je pense que le comité olympique doit aussi, d'une main de fer, participer, être présent dans la vie des athlètes, les apporter. Je pense qu'il y a une partie des financements du mouvement sportif qui doit provenir du comité olympique parce que ils ont un plateau technique en termes de
ils ont un bras beaucoup plus long sur l'extérieur. Et je ne sais pas, parce que chaque année, on participe, chaque 4 ans, le Cameroun participe aux Jeux olympiques. En principe, il y a des retombées. On n'en a jamais parlé. Hein. Moi, je n'ai jamais suivi ça. Il y a des retombées. Je sais, par exemple, qu'aux Jeux olympiques, il y a une caisse des marques. Donc, toutes les marques qui sont engagées aux Jeux olympiques ont une caisse où il y a de l'argent qui est versé dans cette caisse et cet argent est reversé maintenant à tous les pays participants. À tous les pays participants. Mais au Cameroun, on n'a jamais, moi particulièrement, je n'ai jamais suivi si un jour on a bénéficié de cet argent, de ces enveloppes-là, de l'argent du CIO. Parce que le CIO, après les Jeux, les bénéfices des Jeux, il y a une partie qui rentre dans tous les pays. Mais on ne sait même pas si ça existe. Pourtant, c'est des mécanismes qui existent, des mécanismes de financement qui existent. Et ce n'est pas qu'on leur demande, c'est notre droit. C'est notre droit. On va dire, oh, pour faire plaisir, le comité olympique a payé un billet d'avion pour telle personne. Oh, merci beaucoup. Non, c'est notre droit. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la recherche des financements, sur l'obtention des financements. Les mairies, par exemple, moi, je vais te dire une chose, c'est que sur le financement des mairies, à travers le projet que tu as dit, il y a un gros problème, et c'est ça se passe dans la tête, c'est lié aux mentalités. Donne-moi seulement à Yaoundé le nom d'une commune qui a des terrains aménagés. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est-à-dire que le secteur jeunesse et sport est lésé. Il y a des quartiers où il n'y a même pas un terrain de football. Il y a des quartiers où il n'y a même pas un aire de jeu pour enfants aménagés. Pourtant, cet argent existe. Pourtant, cette rubrique existe. Mais ils ne le font pas. Ils ne le donnent pas. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que la jeunesse n'occupe, l'avenir de la jeunesse, entre guillemets, n'occupe plus une place importante dans les programmes de ceux qu'on vote, dans le programme de nos collectivités. Bon, ça ne coupe pas. C'est pas dans leur programme. C'est pas dans leur programme. Mais après, ça peut s'expliquer. Mais là, c'est quand même un sujet, ça peut s'expliquer. Je veux dire, la façon dont le corpus politique est monté explique pourquoi, rendu au bout du processus, ce n'est pas les électeurs qui sont importants, c'est le parti. Et ça peut s'expliquer. Ce que tu dis est très pertinent. Et je vais m'ajouter quelque chose. C'est que les fédérations nationales aujourd'hui connaissent le contexte dans lequel on est. En fait, on est dans un contexte où l'État camerounais est incapable, l'État camerounais n'a pas une stratégie claire, une stratégie sportive claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, on a le football qui est utilisé pour une dimension politique. Mais en dehors de ça, on n'a pas une stratégie pour dire voici ce que le Cameroun sur la plateforme sportive doit être dans tel nombre d'années. On n'a pas cette stratégie-là. Contrairement à des pays comme le Japon, Grande-Bretagne n'est pas un pays, mais c'est un ensemble de pays, c'est une confédération. Donc, le judo ne fait pas partie des fédérations les plus visibles et les plus bankable politiques. Ça veut dire que s'il y a du public, ça va susciter l'intérêt des sponsors.